Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée au narcotrafic. Marseille, ex-épicentre de la French Connection, reste gangréné par la drogue, le narcotrafic aujourd'hui. Ce 20 novembre 2025, Darmanin et Nunes se rendent sur place après une vague de violence et l'assassinat de Mehdi Kessachi lié à la guerre des clans. Le déplacement ministériel vise à afficher la fermeté de l'État face à la montée du trafic et des règlements de compte. L'histoire de la French Connection résonne encore dans les actuels réseaux locaux et internationaux de drogue à Marseille. Pour comprendre et décrypter cette actualité, j'ai fait appel à Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi. Écoutons-le. Le film La French, avec Jean Dujardin en rôle de juge, est extrêmement intéressant parce que il rappelle à quel point ça fait plusieurs décennies que la France se bat contre un mal qu'elle n'arrive pas à guérir parce que, je l'ai dit dans les podcasts précédents, dont un en particulier, il a été dit de façon extrêmement argumentée par d'autres avant moi, des gens du milieu, mais aussi d'anciens flics et d'anciens juges, que eh bien Gaston Defferre, Pasqua et quelques-uns autres ont institutionnalisé, en fait, ont créé un système mafieux pour bénéficier, que la politique française bénéficie, une partie en tout cas, de l'argent de la drogue pour leur propre confort. Gaston Defferre était un voyou, proche de Mitterrand, et Mitterrand lui-même a eu ses comment dirais-je, ses angles morts de tout au long de sa vie. Et donc ce Gaston Defferre eh bien, a su faire beaucoup d'argent. Les Guérini aujourd'hui, les frères Guérini sont toujours de cet univers-là. Donc là, c'est extrêmement intéressant de voir la volonté réelle de certains élus de pouvoir faire quelque chose, de vouloir faire quelque chose, la volonté réelle de certains flics et juges de le faire aussi. Mais comme je l'ai expliqué, les 10 000 milliards de dollars estimés d'argent gagné par le trafic partout, les trafics de drogue dans le monde de chaque année, fait que c'est même pas un combat d'avance, perdu d'avance, c'est pas un combat tout court en fait. Si un jour je devais régner, et que si un jour je devais régner et que j'étais pas un roi qui fait semblant, comme c'est le cas en Angleterre, en Belgique et en Espagne, mais un vrai roi qui porte ses couilles, eh bien, qu'est-ce que je ferais en fait? Tuer tous les trop narcotrafiquants? Impossible. Ils sont certains beaucoup mieux armés que des régiments de l'armée. Tous ces emprisonnés? Inutile, stupide. Parce qu'il n'y a pas assez de prisons, parce que les prisons coûtent cher, et puis de toute façon, l'horreur, la nature ayant horreur du vide, vous mettez en prison un mafieux, il y en a un autre qui le remplace immédiatement. Ça, il faut le comprendre. L'idée pourrait être en permanence de leur piquer l'argent et détruire la drogue sur place. Ça briserait énormément le système économique en place. Éviter toutes les procédures, tous les procès qui coûtent des millions d'euros, avec des gardes à vue interminables, des avocats qui font les malins, etc., des emprisonnements qui coûtent, etc. Non, c'est comme les douanes, en fait. Vous saisissez un stock, vous le détruisez dans les jours qui viennent. Pas dans les mois ou les années qui viennent, vous détruisez l'argent pareil. Puis vous libérez les gars. De toute façon, les gars, à qui vous faites ça? Vous leur détruisez 10 millions d'euros de cocaïne. Vous leur prenez l'argent et vous leur prenez le liquide quand il y a des flags. Mais les mecs ne peuvent pas refaire ça 2-3 fois de toute façon. Ils sont finis en fait. Alors après ils rentrent dans une hyperviolence. Et là, la réponse à l'hyperviolence, c'est la récession de sécurité. C'est-à-dire, il y a confrontation armée, il y a fusillade, il y a meurtre. Donc on n'est pas dans une peine de mort déguisée. On est dans le fait que l'autre vient être une menace physique de brutalité et la réponse est apportée. Le GIGN notamment fonctionne grâce à ça.
sur cette logique-là, j'ai côtoyé dans ma enfance beaucoup de grands trafiquants. Des pays de l'Est, puisque je vous l'ai expliqué, en mer Adriatique, en face de l'Italie, vous avez toutes les mafias de l'Est. La kosovare, l'albanaise, la serbe, tous. Mais aussi parce que je côtoyais les grandes familles mafieuses, qu'elles soient de Naples, de Sicile, mais aussi dans le nord de l'Italie, qui est beaucoup plus frustrée, qui ne donne pas de nom. La mafia milanaise existe, elle n'a pas de nom. Donc, l'idée c'est ça, c'est que quand le président de la République française explique que les bourgeois parisiens enrichissent le narcotrafic, il sait de quoi il parle. Hein. Je crois qu'on a de très beaux consommateurs au sommet de l'État qui, en effet, par leurs besoins, par leur manque, leurs habitudes, leur dépendance, en effet, enrichissent des dealers. Mais Gérard Fauré, ancien dealer, sur le retour, qui a 80 ans, a expliqué des choses vraies, des choses fausses, mais les choses vraies sont intéressantes et les choses fausses sont intéressantes aussi parce que soit elles sont fausses parce qu'elles sont impossibles à vérifier, soit elles sont fausses parce que c'est un vieil homme dont les souvenirs s'altèrent et c'est normal, ou parce qu'il s'arrange avec certains souvenirs à lui, et moi ça me choque pas parce que c'est la vie, c'est un processus humain normal. Donc l'idée c'est ça, c'est que la French, à la fin, le juge se fait tuer. Le procureur de Marseille nomme un type qui est un joueur, un vétéré. Il le fait passer de juge pour enfants au juge anti-gang. Ça marche pas, ça foire. Le proc avait compris que ce juge était un peu foufou, donc voilà. Mais entre être un peu foufou et être fou, parfois, c'est juste le temps qui renforce en fait l'expérience, la capacité à quelqu'un à aller au bout de lui-même sans rien prendre en compte. Quand le juge à la fin se fait tuer dans la French, il laisse une veuve avec 2 filles. Il se fait abattre, il est en moto, un casque blanc, puis il y a une moto qui le dépasse et puis il le tue. Une scène tout à fait normale du narcotrafic, comme on appelle ça. Voilà, c'est combien j'ai vu de fois en Italie, en Sicile, mais aussi à Rome et à Naples, les gens se faire tuer comme ça. Oh là. J'en écrirai un livre juste sur cette expérience-là. Si le jour venu, ça me vient, et si le public est au rendez-vous, parce que l'idée aussi d'écrire les romans à Beni Karachi-Bokeh et de faire des podcasts, c'est qu'on soit écouté, connu, cru, compris. Parce que c'est une passion d'écrire et de faire des podcasts, mais il faut un public en face. Par bonheur, c'est le cas. J'espère que ça va continuer, même que ça va se développer. Parce que la démarche qui est la nôtre à Bénédicte est d'une grande sincérité et d'un grand sérieux. Et je sais que la démarche d'Aurélien Leroy l'est également. L'idée, c'est vraiment de faire des choses ciselées, très travaillées. Alors bien sûr, moi j'ai une petite trivialité qui est là, mais qui correspond au milieu dans lequel j'ai grandi. Vous savez, quand j'avais 16 ans, j'étais tout beau, tout poli, tout doux. J'étais habillé en costume 3 pièces, sans cravate, j'ai jamais aimé la cravate, mais j'étais pas caricatural, ça m'allait très bien naturellement. J'étais un grand fan de Armand Thierry Montpellier, et place Jean Jaurès, et pour ceux qui connaissent, devant l'ancien Virgin Megastore. Et j'étais un fan de ce magasin-là, et je m'habillais tout le temps là, une petite veste, un petit machin bidule, ça m'allait bien. Et je parlais doucement, j'étais discret, je ne toussais jamais. Il faut savoir que l'atout que j'ai, bon là j'ai eu une grosse grippe, mais l'atout que vous m'entendez en permanence avoir, été comme hiver, c'est l'empoisonnement que j'ai eu il y a 9 ans. Avant, je n'étais pas du tout comme ça, pas du tout. Mais le surpoids violent que j'ai eu, mon physique qui a changé, mes cheveux qui sont tombés, ma voix aussi, à un moment donné, qui a changé, eh bien, c'était cet empoisonnement-là qui me laisse des séquelles et qui me laissera jusqu'à la fin de ma vie. J'adorerais que les Medbets existent, comme ça je pourrais vivre 1000 ans avec ma blonde convolée en juste noces. Et si les Medbets n'existent pas, même si je suis sûr qu'ils existent, mais ça encore c'est un autre sujet,
eh bien, pour les années qui me restent, le plus possible, mais je supporterai les résultats de telle ou telle attaque sournoise que j'ai pu vivre par des ennemis pas toujours identifiés et identifiables. Donc le narcotrafic, Les Lyonnais aussi, c'est un film intéressant que j'ai regardé dernièrement, là, avec Cheikhy Cario d'ailleurs. C'est pour ça que je l'avais acheté, le DVD. C'est pas son dernier film, hein. Il y a aussi il y a le Lionel, avec 2 N, Astier, qui pareil jouait Manouche, Mafieux Manouche. On a compris que les Astier étaient des Manouches de Lyon qui ont eu un grand talent artistique qui leur a permis d'exister, mais parce que tout le temps, il nous explique qu'il en est un. Pareil, c'est pareil dans Alex Hugo, où il joue un mec de la police rurale, Manouche. Ok, on a compris, t'es fier de ton identité, t'as raison de l'être, pas de problème. Mais que le talent d'acteur se définisse par je suis Manouche, ça me casse un peu les couilles. C'est comme si je devenais auteur, acteur, et que je jouais que des rôles de roi parce que je pouvais pas faire autrement, en disant mais moi j'ai fils de roi, hein. À un moment donné, ça arrêterait de faire rire. Peu importe. Il faut être fier de ses origines, mais il faut pas trop casser les couilles aux autres avec ça non plus. Donc dans Les Lyonnais, pareil, hein, il y a le grand banditisme d'une très grande violence, il y a des flics honnêtes, des flics corrompus, et puis tout ça se passe comme ça se passe. Alors on dit qu'il y a de l'honneur chez les voyous, non. Un voyou, si ta femme te plaît, il va la baiser, il la violer. Si ta fille te plaît, il va la mettre sur le trottoir pour qu'elle lui rapporte de l'argent. Et si elle n'est pas assez jolie, les organes seront vendus, parce que ça, un corps humain vaut 1 million d'euros à peu près sur le marché des organes, hein. Entre les reins, le cœur, le foie, les yeux, 1 million d'euros. Pensez bien que c'est intéressant. Donc l'idée du narcotrafic, tant mieux si les sénateurs français s'intéressent à la question. Peut-être qu'un texte extrêmement fin découlera de tous ces travaux, il n'y a pas de problème. Mais le décret d'application, lui, risque d'être extrêmement intéressant à observer parce que l'esprit des lois de Montesquieu le disait déjà il y a bien longtemps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se souvient encore de ce texte, parce que de Montesquieu a écrit un texte parfait que j'ai énormément aimé étudier quand j'ai fait bac éco, option éco. Ça a été un de mes textes majeurs du lycée. C'est un des textes, une des rares fois où j'ai eu 20 sur 20. Parce que j'ai pas été un excellent lycéen, j'étais un très bon collégien, où j'avais beaucoup de 20, surtout en histoire géo notamment, et aussi ailleurs, mais après ça s'est calmé au lycée. Et donc cet esprit des lois veut que, bien, suivant qui décide, suivant qui, que, quoi, comment, eh bien, la loi n'est pas la même, celle qui est créée, mais celle qui est appliquée non plus. Bon. Donc il n'y a rien d'illogique là-dedans, c'est même d'une évidence crasse. Mais la situation est telle qu'elle. Donc le narcotrafic, moi si je devais régner, ben, je légaliserais les trafics de drogue. Mais par contre, ben, ceux qui tuent sous emprise de drogue ou quoi que ce soit, ben, ils perdent tout. Hein. Et si ça suffit pas, ben, leurs organes seront vendus pour rembourser les victimes. Et à un moment donné, on dit souvent qu'il faut un voyou pour affronter un voyou ou un tueur pour affronter un tueur. Le contrat social nous oblige, nous autorise, nous invite à être extrêmement bienveillants. Et on demande que l'autre le soit aussi bienveillant. J'ai vu pourtant, par exemple, en prison, des gars de 12 ans être en prison pour viol, pour meurtre, pour torture, sur homme ou femme. Et on dira, c'est pas normal, ils ont été jugés comme des adultes, ils sont en prison d'adultes, ils n'ont pas de chance à faire ceci, à faire cela plus tard. Mais tu veux donner une chance à un gamin de 12 ans qui a violé une femme et qui l'a découpée à la machette derrière? Pourquoi faire, en fait? Le mec t'en fera jamais rien, en fait. Hein. Et c'est important ce que je dis, certains, ça va leur faire grincer des dents, et d'autres vont trouver ça tout à fait normal. Moi, j'ai grandi chez les voyous. Et je suis aussi par le sang le fils d'un voyou, parce qu'un mec qui baise ses filles, c'est un voyou. C'est un type qui vaut rien. Eh bien, quand j'étais gamin, j'ai été invité à faire des choses pas bien, etc., etc. Mais il y a des choses que je voulais pas faire. Moi, j'ai jamais violé, j'ai jamais volé, j'ai jamais braqué de banque, j'ai jamais fait de trafic de drogue, j'ai jamais tué, j'ai jamais vendu d'armes, j'ai jamais même pas fait de corruption pour des marchés publics. Ça m'aurait fait avoir certainement de meilleurs postes bien mieux payés. Mais c'est parce que j'aime pas ça et je sais pas le faire, en fait.
Par contre, je n'accepte pas que les autres qui sont talentueux là-dedans aient le droit de s'exprimer librement. Le contrat social, il faut être gentil avec les autres, mais on fait quoi avec ceux qui sont pas gentils avec nous? On leur dit oui, tu as le droit d'exister, mon grand. Il n'y a pas de problème, continue tes conneries. Non, évidemment que non. Et oui, les zones clandestines, c'est terminé pour ce jour. Merci de nous avoir suivis. En effet, nous n'avons pas affaire avec le narcotrafic à des enfants de cœur. Et nous allons tout mettre en œuvre pour communiquer le plus possible sur ce sujet. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.